Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui nous allons démonter des water blocks de water cooling. De cette façon nous allons voir comment c'est fait, mais aussi nous allons en nettoyer un, car il y a un water block ici que l'on m'a envoyé de water cooling custom, mais qui n'a pas été utilisé depuis longtemps. Donc les traces d'humidité qu'il y avait dedans, qui ont séché mais lentement, etc., ont eu le temps d'oxyder le cuivre du water block, donc il va falloir nettoyer tout ça. Tout d'abord, nous allons démonter le waterblock du Raijin-Tech tout pourri que je vous avais montré plusieurs fois. Alors, ce Raijin-Tech tout pourri, en fait, il avait une fuite. Et une fois que j'ai remplacé par de l'eau transparente, le liquide qu'il y avait d'origine dedans, eh bien j'ai pu me rendre compte de ceci. Vous voyez les traces ici, en réalité, c'est le colorant du water cooling qu'il y avait dedans, qui, vu que j'ai mis de l'eau transparente dedans, ça a rincé tout le colorant de tous les endroits, sauf des endroits où c'était pas dans le circuit. Donc ça a bien nettoyé tout ça, parce qu'avant, quand je l'avais juste vidé, il y avait des traces de rouge partout, mais ça c'est normal, en gros, ça colle, cette couleur. Et donc, le truc, c'est que vous voyez ici, là, où ils ont mis cette tête, eh bien, la façon qu'elle est fixée est trop mal faite, du coup il y a une microscopique fuite qui va fuir en interne à l'intérieur même du plastique, parce qu'il y a deux couches de plastique, ça va fuir à l'intérieur de ces deux couches de plastique, et ensuite ça sèche à l'intérieur, ça s'évapore, avant d'aller jusqu'au processeur. Mais bon, si la fuite était plus grosse, ça aurait pu y aller. Et donc ça a fait comme ça une concentration très forte de colorant, parce que lui ne peut pas s'évaporer, et du coup on peut voir où était la fuite. Donc bref, ce machin est complètement naze, et c'est le truc que j'ai utilisé pour faire le café. Donc nous allons voir les dégâts qu'ont pu faire mes fameuses poussières de café qui ont dû rentrer là-dedans. Donc on va démonter ça. Donc pour démonter le water block, c'est assez facile, et on le voit tout de suite, il y a plein de vis tout en dessous, là. Alors il faut savoir qu'ici nous n'avons pas affaire vraiment à un water block, c'est un water block plus réservoir, plus pompe, tout intégré, parce que c'est une sorte de water cooling AIO, mais malgré tout customisable, on va dire. Alors, ce water cooling était nul à chier, notamment la fuite, bien entendu, qui est un problème récurrent chez cette marque. Donc, n'achetez pas cette marque, c'est de la camelote, c'est de la merde. Et mais il n'y avait pas que ça. La pompe fait beaucoup de bruit. Alors, franchement, extrêmement bruyante comme pompe, et elle n'a pourtant pas un débit particulièrement incroyable. En fait, pour tout vous dire, ce water cooling, malgré son énorme radiateur, avait des performances qui étaient comparables à un water cooling AIO Corsair de merde, quoi. Mais quand je dis de merde, c'est-à-dire celui que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Donc, c'était très embarrassant, ça prenait beaucoup de place, beaucoup de bruit, avait des fuites en plus. Tout ça pour un résultat aussi mauvais qu'un microscopique water cooling foireux. Parce que je sais pas où est le problème, doit y avoir un mauvais échange entre l'eau et le water block, entre l'eau et ici, quoi, et donc ça n'envoie pas la chaleur comme il faut. Après, par contre, il y a un truc à savoir, c'est que ce water cooling, on pouvait mettre 0 ventilateur, on avait le même résultat qu'avec tous les ventilateurs. Et ce, même sur un AMD-FX, donc c'est dire à quel point, voilà. Donc en gros, il y avait un bon circuit d'eau, un bon refroidissement et tout ça, et le souffle interne du boîtier était largement suffisant pour refroidir ça, parce que, il y avait un mauvais échange entre cette partie-là, a priori, ou tout bêtement la surface elle-même, même si elle est relativement lisse et... non, elle est correcte cette surface, franchement, y a rien à dire. Voilà, donc j'ai ouvert ça, et comme vous avez pu le voir, voilà comment est fait un water block. Il s'agit d'une plaque, généralement en cuivre. Là, en l'occurrence, je sais pas si c'est du cuivre ou du cuivre plaqué nickel, enfin c'est sûrement un truc comme ça. Et là, vous voyez, ça, c'est la merde de café. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, il y a moyen de le boucher avec ça, j'avais raison, il est complètement bouché. Donc comme vous pouvez le constater, un water cooling, enfin un water block, c'est fait de microscopiques ailettes, comme ça, les unes à côté des autres, dans lequel on force l'eau à passer. L'eau a une conductivité thermique largement supérieure à l'air, donc il n'y a pas besoin d'une surface aussi grande que le radiateur pour obtenir la même chose. Alors ici nous avons un joint, qui permet en fait d'empêcher l'eau de passer. Ce joint fonctionne comme il faut, il n'y avait pas de fuite. Alors maintenant passons au démontage de ce water block de chez EKWB, enfin peu importe, je sais pas trop... Voilà, bon, ils appellent ça EK tout partout sur toutes les boîtes, donc je suppose que c'est comme ça qu'on est censé les appeler. Sauf que si on regarde sur la notice, nous avons EKWB ce coup-ci, donc ouais, ok, bon, je sais pas, c'est difficile de savoir comment il veut qu'on les appelle. Hop, donc,
Ça se démonte comme ceci. Alors, c'est donné avec une petite clé pour le démonter, car on est obligé de le démonter si on veut passer de la tâche Intel à la tâche AMD sur ce Waterblock. Donc, bon bah, il faut croire que c'est fait pour, hein. Faut savoir que quand on démonte un truc comme ça, il faut vraiment faire gaffe, parce que c'est vraiment, vraiment très sensible, notamment au niveau du joint. Il faut vraiment faire attention à ne pas faire de la merde, et il faut aussi faire attention à ne pas non plus le remplir de poussière. Donc, voilà comment est fait le Waterblock sur celui-là. Vous voyez qu'il est beaucoup moins profond, les ailettes sont beaucoup moins rapprochées, là le bloc est tout en cuivre visiblement apparent, là il est clair, il n'y a pas de plaquage ou il n'est pas en aluminium, ça c'est sûr. Le tout est beaucoup moins profond, et la technique pour envoyer l'eau dans ce truc-là m'a l'air plus efficace. Vous voyez, on fait passer l'eau dedans, on le pousse comme ça, et ces plaques en métal empêchent l'eau de repartir vers le haut, quoi. L'oblige à passer dans tout le long du truc, le plus proche possible du métal, pour pouvoir réussir comme ça à récupérer le plus de chaleur possible, qui est bien entendu le plus près du métal, hein. C'est pas au bout, à 3 km vers le haut, qu'on aura le plus de chaleur. Là, de cette manière-là, sur celui-là, c'est assez difficile de comprendre ce qu'ils veulent faire, parce que nous avons ici de l'eau qui est poussée comme ça sur le côté, et là vous avez ce truc-là qui est plus haut que l'autre côté, donc je sais pas trop. Clairement, quand on regarde les poussières qui sont rentrées dedans via mon café, elles restent coincées ici, et ici, bah c'est clean. Vous voyez, il y a un peu de merde du côté où ça rentre, beaucoup de merde ici, parce que visiblement, au lieu de rentrer par le côté, ça rentre par le dessus, là où il y a le moins de course à faire. En fait, ça essaye de passer directement par la faille, quoi, l'épaisseur qui est là, et ça ressort immédiatement ici, et donc ça reste coincé ici, et visiblement ça doit être en contact avec le haut, donc ça passe en fait à travers uniquement le truc du milieu. Intéressant. Et ici, bah c'est clean, parce que bien, ça a été filtré à cet endroit-là. Alors comme vous le voyez ici, dans celui-là, ça c'est clairement oxydé. Le bleu ici c'est de l'oxydation. Ça bouche, vu que ça gonfle, les passages où passe l'eau, tout bêtement. Donc une technique que je vais essayer, c'est pour nettoyer le cuivre, une technique qui marche généralement plutôt bien, c'est le dentifrice, étrangement. Donc on prend une vieille brosse à dents et du dentifrice, et on va essayer comme ça de passer à travers. Normalement ça décape plutôt bien le cuivre, après il faudra bien entendu bien le rincer, mais bon, c'est des pièces qui résistent à l'eau, hein, bien entendu, c'est normal. Alors faut pas hésiter à bien appuyer pour faire passer les fibres à travers. Là, vous avez une épaisseur suffisamment correcte pour que ça arrive à passer, donc c'est parfait pour notre nettoyage. Alors, à quoi sert le dentifrice dans tout ça? C'est pas juste la brosse qui frotte, en fait. Le dentifrice, il a un effet légèrement abrasif, ce qui est plutôt bien pour faire briller le cuivre. En fait aussi le tour, bien entendu. Ce Waterblock est vraiment solide, donc on peut vraiment y aller comme un bourrin pour nettoyer tout ça. De toute façon, c'est beaucoup mieux que ce soit fait solidement comme ça, parce que c'est le genre de trucs qui sont voués à avoir besoin d'un petit nettoyage à un moment ou à un autre. Alors maintenant que j'ai bien nettoyé tout ça, j'ai passé le tout sous l'eau, et maintenant je repasse à nouveau un coup de brosse à dents, tout à fait pratiquement uniquement avec de l'eau, pour dégager le dentifrice qui est resté coincé dedans. Ensuite je repasserai ça sous l'eau. Alors il faut savoir qu'il faut faire ça bien entendu dans le sens des petites ailettes qui sont ici, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs je vous conseillerais de faire les deux sens, dans un sens puis dans l'autre. Et donc, de cette manière-là, nous sommes en train de dégager tout le dentifrice qui est dedans, et ça devrait être relativement propre après. Pas forcément comme neuf, mais en tout cas, on aura enlevé toute la poudre d'oxydation et ce genre de bêtises qui seront restées coincées entre les ailettes. Alors, quand vous faites le contour, comme ça, pour nettoyer le contour, ce qui est juste esthétique, hein, on s'en fiche un petit peu en réalité, mais voilà, faites très attention à ne pas forcer trop sur les ailettes, vous risquez éventuellement de les plier suivant le Waterblock. Sur celui-là, a priori, il n'y a aucun risque, parce que ils sont vraiment très peu profondes, et sont vraiment épaisses par rapport à d'autres, donc elles sont vraiment, c'est vraiment du matériel balèze, celui-là, hein. Franchement, je connaissais pas cette marque, et ben franchement, je trouve ça plutôt bien foutu. Bon, faites pas comme moi, hein, faites ça devant un évier ou je ne sais pas quoi, histoire de pouvoir rincer directement. Je viens de rincer à nouveau, donc, et puis je repasse encore une fois à l'intérieur pour dégager tout. Vous voyez que ça mousse beaucoup moins, donc clairement, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup moins maintenant de ça à l'intérieur, parce que je sais pas ce que ça donnerait, un peu de dentifrice dans le circuit, j'ai pas forcément envie que ça fasse des bulles, hein. Donc vous continuez jusqu'à ce que ce soit bien propre et que ça arrête de faire de la mousse de cette manière-là.
Voilà, comme vous le voyez, entre avant et après, franchement, il n'y a pas photo. Maintenant, on voit parfaitement bien entre les ailettes et celles qui étaient oxydées, il n'y a plus de problème. Donc j'en ai profité pour faire pareil avec celui-là, mais sans dentifrice, parce que bien entendu, il n'y avait pas d'oxydation dans celui-là. Donc si vous en avez un qui n'est pas oxydé, ou qui est, comme vous le voyez ici, plaqué quelque chose, ou je ne sais pas quoi, eh bien vous n'avez pas besoin d'utiliser de dentifrice, bien entendu. Là par contre, les ailettes sont extrêmement fines, donc c'est très difficile de passer à travers. J'ai quand même réussi à enlever le plus gros. Et un détail intéressant, vous voyez cette rougeur ici, là, c'est légèrement rougeâtre, je sais pas si vous voyez bien. Et là aussi, c'est légèrement rougeâtre. Par contre, ce colorant rouge, vous ne le voyez nulle part ailleurs sur les ailettes. Ce qui prouve bien que le seul endroit où passe l'eau en réalité dans ce waterblock mal conçu, eh bien, c'est celui du centre. Cette petite partie-là au centre. Ces deux parties-là, elles prennent pratiquement rien. Donc visiblement, chez Rising Tech, ils vont vraiment jusqu'au bout en termes de médiocrité. Ils savent même pas designer un waterblock, alors qu'ils auraient pu copier un truc tout simple comme celui-là de n'importe où. Avant de le réassembler, on va le laisser sécher pour pouvoir comme ça poser le joint à sec, et pas sur de l'eau, mais plutôt sur un petit peu de graisse ou quelque chose comme ça, pour pas que la partie qui est exposée à l'air du joint devienne de plus en plus sèche et friable. Comme vous pouvez le voir, le dentifrice marche aussi très bien pour polir les surfaces en cuivre. Alors bien entendu, si elle est très attaquée comme celle que je vous montre actuellement, il va falloir utiliser quelque chose d'un petit peu plus abrasif. Mais il faut savoir que juste des surfaces ternies ou ce genre de choses, j'ai testé pour voir ce que ça donnait, et entre un ventirad qu'on a bien poli, qui est parfaitement net, et un autre qui aurait été légèrement teinté par l'âge, il n'y a absolument aucune différence. Donc bon, si vous faites ça, c'est juste pour le look, vous perdez votre temps. Tout comme moi-même pour le tester, j'ai bien perdu le mien. Donc regardez, voilà, donc vous avez ici le joint qui va se mettre ici, et là vous avez ce truc là qui permet de guider l'eau comme je vous avais montré. Et regardez, vous pouvez l'enlever. Il y a aussi un autre joint ici, un joint interne, hein. Celui-là c'est pas trop grave s'il fuit, même si ça enlèvera de l'efficacité au water cooling. Donc il y a un joint ici aussi, hop, voilà, que nous allons nettoyer et graisser légèrement aussi pour le rendre un peu plus... voilà. Et comme vous le pouvez voir ici, vous avez donc une petite fente que vous pouvez modifier, ça c'est donné avec. Vous pouvez par exemple en prendre une plus fine comme ça, qui vous permettra comme ça de se concentrer sur le centre du waterblock, ce qui permettra pour certains processeurs d'être mieux refroidi parce que c'est le centre qui est le plus en contact avec. C'est la théorie, je ne sais pas si en pratique ça fonctionne vraiment bien. En tout cas moi je vais le mettre sur un AMD FX, donc il vaut mieux que j'utilise ceci. Donc c'est-à-dire en gros quelque chose d'un petit peu plus global, et qui permet comme ça de ne pas user autant le métal, parce qu'à force il va y avoir de l'érosion avec l'eau bien entendu, hein. À force de pousser l'eau très vite là-dessus, on le sent d'ailleurs quand on passe sa main dessus, ça a fini par creuser légèrement la ligne ici, parce que il devait y avoir un truc comme ça à une époque. Alors vous pouvez utiliser un mouchoir en tissu ou quelque chose comme ça, ou autre chose, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais le faire directement avec les doigts, parce que sinon ça me gêne avec la caméra et tout ça. Donc je me mets de la graisse sur les doigts, et hop, je passe ça par-dessus le joint, parce qu'il faut pas en mettre une grosse quantité, sinon vous allez faire de la mayonnaise avec votre water cooling. Donc voilà, je le passe dessus, ça permet comme ça de faire en sorte que il y ait une légère couche de gras sur le joint pour repousser l'eau, et aussi les agressions de l'air pour celui qui est mis en contact directement avec l'air. Ça permet généralement de rendre les joints plus durables, quoi. Donc je préfère faire ça. C'est une petite astuce qui est utilisée en mécanique automobile notamment. Alors bien sûr, le souci c'est que là, ça va être en contact avec l'eau, donc c'est pour ça que j'en prends juste une toute petite quantité, que je l'étale bien sur mon doigt. Vous pouvez faire ça avec un gant, hein, si vous voulez, un gant en machin chose, genre, je sais pas, en latex, et hop, je passe ça dessus plusieurs fois. Alors là, il y en a une plus grande surface, donc il va falloir peut-être que j'en remette un peu, donc voilà. Donc le but est de faire en sorte, comme je disais, que le joint se détériore plus lentement. Alors quand vous mettez le joint, mettez-le vraiment bien où il est censé être, sinon en le replaçant, vous allez le pincer en replaçant ça. Donc il faut vraiment faire gaffe avec les joints, de faire en sorte qu'ils soient bien dans leur rigole. Alors au début de la vidéo, vous l'avez vu avec ce truc-là, mais comme je vais le mettre sur un socket AMD, je vais donc utiliser ceci. Donc c'est là où il faut essayer de faire en sorte que le joint ne soit pas pincé, hop, et bien faire gaffe à ce qu'il reste bien en place, encore une fois. Voilà, il est bien en place. N'y allez pas avec les ongles, vous risquez de faire des micro-coupures sur le joint.
La graisse permet aussi de faire en sorte que le joint soit plus facile à faire glisser dans les surfaces, parce qu'il sera moins rêche, surtout quand il vieillit. Donc, là maintenant, il faut faire attention à bien mettre ce truc-là dans le bon sens, car vous voyez, vous avez plein de petites ailettes là, eh bien, il faut qu'elles soient dans le sens opposé de la fente. En gros, il faut que la fente pousse l'eau dedans, et que ça sorte par les côtés. Donc, mettez pas les ailettes dans le sens de la fente, sinon il n'y a pas d'eau du tout qui va passer. Donc pour bien comprendre dans quel sens je vous parle, vous voyez, là, s'ils sont alignés avec la fente, c'est-à-dire que vous avez une fente comme ça, et vous avez les ailettes, vous voyez le haut et le bas de l'ailette est comme ceci. Donc il faut que ce soit dans l'autre sens, que l'eau rentre et que ça sorte comme ceci. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à monter ça comme il faut. Donc quand vous vissez un truc avec un joint en dessous, il faut toujours commencer par visser toutes les vis, mais genre très légèrement, c'est-à-dire vissez-les jusqu'à ce qu'elles soient juste à touche-touche, comme ça, voilà. Toutes les 4. Une fois qu'elles sont toutes vissées comme ça, vous commencez à serrer les 2 en diagonale, voilà. Puis les 2 autres aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez à nouveau si c'est bien serré, à nouveau en diagonale, comme ceci, tac, tac, et vous serrez pas non plus trop fort, parce que je rappelle que cette partie est en plastique. La partie qui contient le filetage des vis que nous sommes en train de visser actuellement. Et ben voilà, nous voilà avec un waterblock converti à l'AMD maintenant, et ce qu'il va falloir faire avant de pouvoir le remettre en fonctionnement, c'est faites-le tourner comme ça avec un circuit indépendant, sans le mettre sur votre carte mère, parce qu'on sait jamais, hein, si vous avez fait un truc qu'il faut pas avec le joint, ou que le joint est complètement foutu, ou je ne sais pas quoi, bah on va pas bousiller une carte mère, donc vérifiez toujours vos waterblocks, même neufs, en dehors de votre système, parce que sinon vous allez tout ruiner. Si c'est pour stocker, eh bien la graisse va faire en sorte que les joints vont durer plus longtemps, parce qu'il y aura même pas d'eau non plus dedans, et un truc que je vous conseille de faire aussi, c'est de mettre un peu de graisse sur la partie en contact avec le processeur, parce que si vous ne mettez rien du tout, elle va s'oxyder très légèrement, et du coup devenir assez moche. Bon, c'est du détail, hein, comme je vous l'ai dit, parce que visiblement l'oxyde de cuivre a l'air de conduire lui aussi, enfin pas l'oxyde de cuivre, mais je sais pas, le cuivre terni, c'est peut-être une légère couche d'oxydation, je n'ai aucune idée chimiquement de ce que c'est réellement, mais en gros, si vous mettez rien dessus, vous allez avoir votre cuivre qui va devenir vraiment très très spécial au bout d'un certain temps. Donc si c'est pour stocker, mettez un peu de pâte thermique, mettez un peu de graisse ou je ne sais pas quoi dessus, et ça restera brillant comme neuf. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, un waterblock c'est tout simple, et c'est relativement facile à réparer s'il est de bonne qualité. Et bon, par contre, pour ce qui est du joint, là par contre, si vous cherchez à trouver un joint qui correspond s'il est foutu, je sais pas trop. Ma théorie serait de, si vous trouvez absolument aucun joint qui correspond, de vous débrouiller avec de la pâte à joint, on sait jamais, peut-être qu'on peut réussir à atteindre quelque chose de correct avec ça. Donc maintenant, en bonus, on va continuer à démonter le water cooling de chez notre fameuse marque Rage Intech, qui devrait plutôt s'appeler Rage Intech, parce que ça fait bien rager, hein, franchement, c'est vraiment clairement le bon nom, hein, ils l'ont trouvé, parce que franchement, bousiller des cartes mères à cause d'un truc pareil, et encore une fois, même pas à cause des fuites, hein, parce que je vous rappelle que si j'ai bousillé une carte mère avec ça, c'était pas parce qu'il fuitait dans tous les sens, c'était uniquement, et ça c'est complètement débile, oh putain, il y a du café qui tombe encore, c'était uniquement parce que la plaque à l'arrière, la backplate, vous voyez, ce genre de truc qui se met derrière, entre la carte mère et tout ça, elle était toute en métal avec un revêtement plastique beaucoup trop fin, qui donc s'est fait percer par les condensateurs, qui se sont mis en court-circuit. Dans ce waterblock, vous voyez que vous avez une grosse plaque en caoutchouc qui se met entre les deux, du coup il n'y a aucun risque. Alors, continuons, comme je le disais, à démonter ce truc. Donc, ouais, donc ça se déboîte comme ceci, et ici vous avez 2 joints toriques à nouveau. Bon, ceux-là ils sont internes, donc c'est pas grave. Par contre, comment? Ah oui, d'accord, donc il y a que un joint ici pour isoler avec ça, il n'y en a pas un deuxième au cas où que ça fuite à l'intérieur. Bon, c'est pas trop grave, mais vu la taille du truc et la forme que ça a, je m'attendais quand même à un deuxième joint au cas où. Mais bon, des joints toriques, c'est déjà largement suffisant. Il y a du café qui m'est tombé dessus en démontant ça. C'est bizarre, ça. Parce que normalement, il ne devrait pas y en avoir dans cette partie-là. Pourtant, elle est sèche. Ok, bon, ça a dû sortir par les trous, hein, juste pas à cause de l'angle
différents que j'ai mis. Oui, parce que je continue à étudier ce truc, hein, on sait jamais, peut-être qu'ils ont encore fait un truc encore plus débile quelque part. Donc j'essaye de le démonter pour pouvoir bien la rincer et la nettoyer, parce que peut-être que je vais réutiliser cette débile machine là, complètement nulle, dans d'autres projets encore plus tard. Alors j'essaye de débloquer cette espèce de plaque en fer qui est juste collée sur le dessus, parce que je me demande s'il y a des vis en dessous pour démonter la pompe. Pour voir si je peux réussir à réparer cette mini-fuite qu'il y a sur le dessus, on sait jamais. Ah, c'est juste collé, hein. Ouais, c'est juste une espèce de plaque en fer collée. Rien de plus. C'est pas clipsé ou je sais pas quoi. Du coup, qu'est-ce que c'est chiant à enlever. Comme d'hab, les trucs collés, c'est les pires. Ah, donc on peut voir le moteur ici. Ah oui, d'accord. Alors, hop. Ah, et on peut voir encore une autre fuite. Putain, décidément, il y a des fuites partout. Regardez ici, cette couleur étrange, c'est de l'oxydation sur les bornes de la LED qui permet d'éclairer l'intérieur du truc. Donc, c'est vraiment si mal fait que ça. Putain, mais... Waouh, cette marque, je sais pas si elle existe encore, mais si elle existe encore, clairement, je vous dis, n'achetez pas ça, c'est vraiment du caca à un point épouvantable. Non, je ne peux pas démonter plus que ça, je peux juste enlever le moteur. Je m'attendais à voir une vis ici, mais non, il y en a pas. C'est pas un drame, parce que ça fuit pas encore énormément, mais en tout cas, ce truc-là, clairement, n'est pas à utiliser en utilisation courante, on va dire. Beaucoup de gens m'ont dit que ça doit fuir au niveau des tuyaux ou ce genre de truc, parce que c'est un grand classique dans les water cooling, mais non, non, non. Vous voyez que le problème, c'est le design de ce bloc pompe-réservoir est juste à chier. Il y a une fuite là, il y a une fuite là, il y a une fuite à cet endroit-là. Décidément, on se demande comment ils ont conçu ce bidule. Donc ouais, ça c'est quand même assez impressionnant. Ça, franchement, un tel niveau de j'en ai rien à foutre en mettant de l'eau à côté de l'électronique, c'est criminel, hein. Franchement, je sais pas, ils mériteraient bien que des gens fassent une plainte groupée contre eux, parce que sans déconner, ça c'est quand même incroyable, parce que mettre de l'eau près des composants, c'est déjà dangereux, mais alors mettre de l'eau et faire aucun test, comme là clairement ça a été fait, c'est impressionnant. Franchement, je m'attendais pas à un tel résultat. C'est déjà tout pourri à la base, mais là, je me répète, mais franchement, waouh, quoi. Ok, bon bah, je veux pas le démonter plus que ça, mais je suis sûr que si je pouvais le démonter encore plus, il y aurait encore plus à en dire. Allez, voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire de plus, et je vous dis du coup salut à tous, et à la prochaine.